Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'espère qu'avec le froid et le gel, il ne vous arrivera pas la même mésaventure qu'à moi. En fait, j'ai même pas attendu le verglas pour me fouler une cheville, donc c'est pour ça que je marche avec un petit peu de difficulté et je suis un petit peu en retard aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, nous avons vu le rôle axial que jouent les ancêtres et le culte ancestral dans le continuum de la culture ritualiste. Nous avons vu à travers des textes ritualistes d'époque pré-impériale ou d'époque Han, comme le traité des rites de Taï l'Ancien ou l'ouvrage attribué à Maître Xun, le Xunzi. Donc, nous avons vu que ces textes placent les ancêtres, donc les ancêtres ici, les Xianzu, parmi les trois grands fondements des rites, donc entre le ciel-terre, Tiandi, et les princes et maîtres, Junshi, c'est-à-dire, en d'autres termes, donc, les ancêtres se placent entre l'ordre cosmique du ciel-terre et l'ordre, on pourrait dire, sociopolitique des princes et des maîtres. Alors, aujourd'hui, nous allons voir de plus près de quelle façon les ancêtres permettent d'établir la continuité justement entre cet ordre cosmique et cet ordre sociopolitique. Alors, nous avons vu que le culte des ancêtres royaux remonte au moins à la dynastie Shang, c'est-à-dire au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là la semaine dernière ou les semaines précédentes, donc je reprojette ce tableau de repères historiques. Donc, cette dynastie Shang, que l'on connaît aussi sous le nom de Yin, donc, occupe à peu près la deuxième moitié du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Alors, le culte ancestral sous les Shang est une prérogative royale. Alors, non seulement le roi, donc qu'on appelle Wang ici, je vous avais rappelé cette étymologie assez fantaisiste mais non moins significative, donc de ce caractère Wang, le roi qui, par ce trait vertical, relie comme une sorte d'axis mundi, donc les trois ordres cosmiques du ciel en haut, de la terre en bas et de l'homme au milieu. Donc ce roi, non seulement a seul le privilège de rendre un culte à ses ancêtres, mais il est en même temps, on pourrait dire, une sorte de prêtre pour tous, et à ce titre, il conduit le culte rendu à des ancêtres qui sont autant les siens que ceux de toute la communauté sociopolitique. Et de là vient qu'il n'existe pas de classe de prêtres indépendants ou de clergé, si vous préférez, de clergé consacré. Et vous avez là un phénomène tout à fait symptomatique de la prise en charge dès cette dynastie antique des Shang, de la prise en charge du religieux par le politique.
Alors ce pouvoir du roi de déterminer par la divination et d'influencer par les prières et les sacrifices la volonté des esprits ancestraux, ce pouvoir donc royal légitime en quelque sorte la concentration du pouvoir politique dans sa seule et unique personne. Alors, je voulais vous montrer un petit peu comment concrètement se présentent ces actes divinatoires. Vous avez ici donc les actes divinatoires se pratiquaient donc, comme je le rappelais récemment, donc soit sur des carapaces de tortues, soit sur des omoplates d'ovins ou de préférence de bovins. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée était de trouver donc une surface assez large pour pouvoir y pratiquer donc l'acte divinatoire. Alors, la divination se pratiquait donc par, disons, perforation donc comment dire, de trous dans la carapace ou dans l'os, dans l'omoplate, à l'aide donc d'une pointe rougie au feu, ce qui provoquait donc des craquelures. Et c'est donc ces craquelures qu'il s'agissait d'interpréter. Et donc vous avez ici ces inscriptions divinatoires. Donc, vous voyez que certaines en fait se présentent sous forme de séries de traits, et c'est ainsi que on a pu essayer d'établir en fait un lien entre ces signes de notation divinatoire et donc les traits du livre des mutations, du I Ching, qui nous est parvenu et qui est maintenant bien connu, y compris en fait dans le public occidental, puisque c'est à partir de là que on peut éventuellement tirer une sorte d'horoscope. Alors, au-dessus des esprits de la nature, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle par le terme générique de Shen, les divinités ou les esprits de la nature, et également au-dessus des démons ou des mânes, des défunts, en particulier les mânes des ancêtres, que l'on désigne là aussi de manière générique par le terme de Kuei. Kuei qui en est venu à désigner essentiellement en fait des démons maléfiques, mais en fait au départ ce sont quand même des mânes de défunts. Donc au-dessus de cette multitude donc, de Kuei et de Shen, qui, on l'a vu, remplissaient, semble-t-il, une fonction de médiation, les inscriptions oraculaires, comme celles que vous venez de voir, révèlent la croyance en l'existence d'une divinité suprême, toute puissante, commandant à l'ensemble de la nature et imposant aux hommes ses volontés. Et cette divinité suprême porte le nom de Ti, ici, que vous avez ici, ou quelquefois donc appelé plus spécifiquement Shangti, c'est-à-dire le Ti d'en haut. Ti qu'on pourrait considérer donc comme justement cette divinité suprême. Alors, il est assez intéressant de noter que ce terme de Shangti, donc de divinité suprême d'en haut, est l'appellation qui devait être reprise bien plus tard par les missionnaires chrétiens pour traduire la notion de Dieu.
c'est-à-dire donc du Dieu unique des chrétiens. Et à partir de là, donc évidemment, s'instaure justement en fait toute cette question concernant donc le caractère religieux ou non des cultes confucéens. Alors, les études récentes s'accordent pour considérer que l'émergence de cette divinité, de ce Ti, coïncide avec la suprématie des Shang, donc au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, ces Shang dont les derniers souverains, probablement par prétention à l'apothéose, se sont attribués cette appellation de Ti, cette appellation de divinité suprême. Alors, cette appellation en est venue à désigner une forme de souveraineté suprême, supérieure à la royauté ordinaire, c'est-à-dire donc que le Ti serait au-dessus du Wang, du roi dont nous avons vu le caractère tout à l'heure. Et de ce fait, cette appellation de Ti est habituellement rendue en français par le titre d'empereur. Alors là, il s'agit d'une convention de traduction pour désigner donc une forme de souveraineté qui serait au-dessus de la royauté ordinaire. Donc ce terme d'empereur est emprunté au vocabulaire latin, donc de l'Empire romain. L'empereur, c'est l'imperator. Et en réalité, on peut dire que cette traduction de Ti par empereur n'est pas véritablement adaptée au concept chinois d'empire. Alors, cette appellation a d'abord été réservée aux souverains mythiques de l'Antiquité chinoise, mais elle a été ensuite usurpée lors de l'unification de l'espace chinois en 221 avant l'ère chrétienne par le roi de Qin, Qin que vous avez ici, qui s'est proclamé donc, qui s'est fait appeler donc Qin Shi Huangdi, c'est-à-dire donc littéralement la divinité suprême ou le souverain suprême, qui a été donc le premier, qui a été au commencement de cette dynastie Qin, et qui donc s'est proclamé Huangdi. En fait, il en rajoute même un petit peu, enfin en se qualifiant cette appellation de divinité suprême de Huang, c'est-à-dire Auguste. Donc là, vous avez un titre extrêmement pompeux par lequel donc le roi de Qin, au moment où il unifie le territoire chinois, donc se désigne. Je rappelle au passage que Qin, cette dynastie qui en réalité n'a vraiment pas duré, puisqu'elle a donné, elle a laissé la place presque tout de suite à cette fameuse dynastie Han, donc, dont je vous parle depuis un certain temps. Qin est probablement donc à l'origine de l'appellation justement de la Chine, le royaume de Qin est probablement donc à l'origine de cette appellation de Chine. Et en se faisant proclamer donc Qin Shi Huangdi, c'est-à-dire donc premier Auguste empereur, le souverain de Qin inaugurait une coutume qui s'est transmise ensuite pendant plus de 2 millénaires par les monarques de l'ère dite impériale en Chine. Alors le corollaire du rapport de continuité
établi entre le monde des ancêtres et celui des vivants. Cette idée que la divinité suprême trouve sa contrepartie dans une sorte de souverain universel qui règne comme fils du ciel, Tianzi, sur tout ce qui est sous le ciel, sur le Tianxia. C'est comme ça que la Chine se désigne elle-même, donc pas simplement le centre du monde, mais tout simplement le monde. Donc le Fils du ciel règne sur tout ce qui est sous le ciel, et donc vous avez cette idée que la divinité suprême trouve en fait son homologue, en quelque sorte, dans l'ordre humain, dans la figure du monarque unique, du Fils du ciel, et cette idée devait rester à la base de la pensée et de la pratique politique en Chine jusqu'à l'aube du XXe siècle, puisque je rappelle que donc, le système impérial chinois s'effondre définitivement donc, en 1911. Donc jusqu'en 1911, les empereurs chinois se désignent comme fils du ciel et ils sont censés donc régner sur le monde conçu comme tout ce qui est sous le ciel. Alors, la prédominance du culte ancestral dans la Chine antique a donné lieu à une représentation cosmogonique fondée sur un modèle organique d'engendrement, bien plus que sur celui d'un mécanisme de causalité ou d'une création ex nihilo par une puissance transcendante. Ces deux derniers modèles, c'est-à-dire donc un mécanisme de causalité ou une création ex nihilo, sont des notions qui nous sont plus familières dans le contexte européen. On pense évidemment au modèle aristotélicien ou au modèle justement du Dieu chrétien créateur de toutes choses. Ici, la divinité suprême, en tant qu'elle est perçue comme ancêtre par excellence, n'apparaît pas tant comme une toute-puissance créatrice, comme une sorte de Dieu créateur ou comme un premier moteur, comme un primum mobile en quelque sorte, mais comme une instance d'ordre jouant un rôle axial entre, d'une part, le monde cosmique, constitué d'entités et d'énergie en interaction harmonieuse, et de l'autre, le monde sociopolitique humain, régi par des réseaux de relations de type familial et hiérarchique, et par des codes de comportement rituel. Alors, cet ordre dont il est question ici est loin d'être un principe rationnel qui exclurait d'emblée l'irrationnel ou le surnaturel. Cet ordre constitue plutôt une notion globalisante. C'est pour ça qu'on a parlé à propos de la pensée chinoise antique d'une pensée holiste. Donc une notion globalisante qui inclut tous les aspects de l'expérience humaine, y compris donc l'expérience du supra-humain. Mais l'effet, évidemment, de cette notion globalisante est justement de réduire, comme nous l'avons vu la dernière fois, le potentiel mythique
et proprement religieux. Donc ce passage entre les Shang et les Zhou, c'est-à-dire entre le deuxième et le premier millénaire avant l'ère chrétienne, a marqué dans ce sens une transformation de la conscience proprement religieuse qui s'est muée progressivement en une conscience rituelle de nature essentiellement cosmologique. C'est là du moins l'idée défendue par Léon van der Merch, dont je signalais la semaine dernière le grand œuvre, le magnum opus, intitulé Wang Dao, ou la voie royale. Vous avez donc la référence ici en haut. Alors, une telle mutation de la conscience religieuse en conscience rituelle et cosmologique se reconnaît à certains signes tels que l'absence de systématisation d'ordre théologique des mythes. Nous avons déjà constaté la relative pauvreté des mythes dans la Chine ancienne, du moins tels qu'ils nous sont parvenus, à tel point qu'on est en droit de se demander si les Chinois ont cru à leurs mythes. Je fais ici allusion à un titre célèbre de Paul Venn, donc éminent historien et latiniste, donc qui a été professeur ici au Collège de France, et qui est l'auteur, entre autres, de cet ouvrage intitulé « Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?» essai sur l'imagination constituante, qui est paru donc aux éditions du Seuil en 1983. Alors, il semblerait que en Chine, la cosmologie ait très tôt pris une place plus importante que la cosmogonie et qu'elle ait eu tendance à justement supplanter les mythes. Alors, s'il se vérifie que le discours mythique va de pair avec une forme de pensée religieuse, l'occultation des mythes dans la culture chinoise, que l'on attribue le plus souvent justement à l'influence confucéenne, mais je crois qu'il y a plus que ça, donc cette occultation des mythes serait à mettre en rapport avec le bouleversement intellectuel qui se manifeste dans ce fameux passage d'une pensée religieuse à une pensée cosmologique lors de cette transition dynastique des Shang au Zhou. Et cette mutation, on la constate dans la documentation épigraphique, c'est-à-dire donc dans l'ensemble des inscriptions qui nous sont parvenues. Donc cette documentation épigraphique révèle le caractère étrangement constant, ou on pourrait dire presque quasi systématique, du glissement lexical de Ti, ici, donc, dont nous avons vu que c'est une appellation pour la divinité suprême, à Tien, que vous avez ici, et qui signifie donc le ciel. Donc, quand vous passez, je simplifie un petit peu, mais quand vous passez donc des inscriptions datées des Shang, c'est-à-dire du deuxième millénaire avant la chrétienne, aux inscriptions datées des Zhou, c'est-à-dire datées du premier millénaire avant l'ère chrétienne, vous constatez que là où on avait Ti dans les inscriptions des Shang, on a Tian à la place, donc dans les inscriptions des Zhou.
Et c'est ce qui fait dire donc à Léon van der Merch dans son ouvrage La Voie royale que la transcendance du ciel est de moins en moins celle d'un monde situé au-delà de celui des hommes et qu'habiteraient des esprits manipulant les éléments naturels. Cette transcendance ne subsiste que comme transcendance de la norme par rapport à ce qui lui est soumis. Elle ne subsiste que comme transcendance du principe originel par rapport aux 10 000 êtres, c'est-à-dire donc à l'ensemble du monde réel qui en procède. Fin de citation. Alors, donc, tout en continuant à se manifester comme volonté active, c'est-à-dire donc comme une sorte de substitut de la divinité suprême, le ciel, Tien, est dès lors perçu de plus en plus comme source et garant d'un ordre rituel et d'une harmonie préétablie. Et donc, nous avions vu précédemment, à travers donc un passage du Xunzi, donc cet ouvrage attribué à Maître Xun, au chapitre 17, qui est entièrement consacré justement à cette notion de ciel, nous avions vu donc que le ciel est à comprendre non pas comme justement une instance transcendante, comme nous l'entendrions dans notre contexte européen et surtout chrétien, mais comme une autre façon de désigner donc l'ordre naturel des choses, à tel point que Xunzi explique dans ce chapitre que le ciel, par exemple, c'est l'ordre de succession des saisons. Les saisons se succèdent dans un certain ordre qui n'est pas, comment dire, arbitraire, qui est constant en principe. Maintenant, ma bonne dame, il n'y a plus de saison, mais enfin, disons que cet ordre du ciel, les Chinois, qui sont avant tout des paysans, rappelons-le, l'observent justement dans la marche des astres et le constate à travers justement un phénomène aussi naturel que la succession des saisons. Alors c'est ce qui m'a fait, comment dire, sursauter un petit peu quand j'ai vu, vous l'avez peut-être vu aussi, ce petit opuscule, ce folio à 2 euros, qui est justement une traduction de ce chapitre 17 du Xunzi. Et ce qui m'a fait sursauter, c'est la couverture de cet opuscule qui vous montre donc un coin de ciel bleu avec des petits nuages blancs qui flottent dessus. Or là, on ne pourrait pas être plus éloigné enfin, de cette notion du ciel telle qu'elle est représentée, en tout cas dans le Xunzi, puisque si ciel physique il y a, ce serait beaucoup plus le ciel nocturne, puisque en fait la marche du ciel, on la constate à travers la marche des astres. Bon, donc je reviens maintenant donc à cette transition des Shang au Zhou, et qui se caractérise donc par, au fond, le passage d'une culture magico-religieuse à une culture qu'on pourrait qualifier d'éthique. Tout en, il faut garder à l'esprit que cette culture éthique reste profondément marquée par les formes de la culture magico-religieuse ancienne, en particulier dans le caractère sacré qui est conféré
à la ritualisation des actes. On peut donc dire qu'il n'y a pas de solution de continuité, autrement dit, il n'y a pas de rupture entre le sentiment religieux et le sens éthique. Donc là, en fait, nous sommes, encore une fois, nous pouvons mesurer un petit peu la distance qui nous sépare donc de la forme qu'a pris l'humanisme en Europe en s'affirmant essentiellement contre, disons, une certaine forme de dogmatisme, voire de fanatisme religieux. Ici encore, nous avons justement ce continuum entre le religieux et l'éthique. Alors, dans les sources ritualistes que nous avons examinées, je rappelle que les ancêtres sont présentés comme le fondement, ou littéralement la racine, de l'espèce ou de la famille, c'est-à-dire donc ils sont au fondement du continuum entre les générations. Et plus spécifiquement, ce sont ces ancêtres qui assurent la continuité et la médiation entre le monde humain et le monde au-delà de l'humain, ou, si vous préférez, entre le monde des vivants auquel les ancêtres ont appartenu et, d'autre part, le monde des Koeshan, c'est-à-dire donc de ces mânes et de ces esprits dont ils font désormais partie. Alors, ce continuum établi par la médiation des ancêtres entre le monde des morts et des mânes, d'une part, et le monde des vivants, d'autre part, explique l'accent placé sur les rites funéraires dans les pratiques de la société chinoise tout au long de son histoire. Ces rites funéraires ne concernent plus seulement la lignée royale et ses ramifications, ils concernent la société tout entière. Nous avons vu la dernière fois, à travers la description donnée par le sinologue néerlandais de Groot, nous avons vu que grâce à lui, nous avons une description extrêmement détaillée de ce qu'il appelle le système religieux de la Chine, et en particulier donc des rites funéraires tels qu'il a pu les observer donc sur le terrain à la fin du XIXe siècle. Et ces rites funéraires ont été rapportés dans un compte-rendu donc de Marcel Mauss, donc le sociologue français, qui a constaté de cette façon l'omniprésence du thème de la continuité entre vie et mort. Nous avons vu donc à travers ces rites funéraires que même mort, le défunt est considéré comme continuant à participer à la vie des vivants. Et donc là, nous avons à la fin du XIXe et au début du XXe siècle donc l'apparition d'une observation d'ordre sociologique des religions chinoises, mais nous avons également dans le courant du XXe siècle l'apparition donc d'un discours anthropologique, donc de l'observation anthropologique sur ces mêmes religions chinoises. Et donc les anthropologues nous rappellent que ce terme de tia, qui désigne donc la maison ou la famille en chinois, ce terme inclut aussi bien les vivants que les morts, c'est-à-dire donc les ancêtres, qui sont donc ces morts ou ces ancêtres qui sont maintenus
dans la communauté des vivants par le culte qui leur est rendu et dont les vivants attendent en retour protection et bienfaits. Donc vous avez en fait dans ce terme de tia, donc de la maison ou de la famille, l'évocation de toute une circulation, on pourrait dire des échanges et des transferts entre les vivants et les morts, hein, donc qui sont constants et qui sous-tendent véritablement donc toutes les pratiques sociales en Chine. C'est ce qui fait dire donc à Thomas Wilson, dont vous avez le nom en haut de la diapositive, donc Thomas Wilson, qui est un sinologue américain et qui s'est intéressé essentiellement justement aux formes de culte confucéens, notamment d'un point de vue anthropologique, et qui a dirigé un ouvrage qui s'intitule On Sacred Grounds, Culture, Society, Politics and the Formation of the Cult of Confucius. Donc, on sacred grounds, c'est-à-dire donc en terrain sacré, culture, société, politique et la formation du culte de Confucius, un ouvrage collectif donc paru aux presses universitaires de Harvard en 2002. Donc, dans cet ouvrage, Thomas Wilson présente le culte aux ancêtres, comme je cite, virtually the only religious practice shared by people of all walks of life, hein, c'est-à-dire donc le culte ancestral, selon lui, est pratiquement donc la seule pratique religieuse qui soit partagée par donc tous les membres de la société chinoise, hein, de quelque horizon qu'ils viennent. Alors, c'est ainsi que, selon Thomas Wilson, le culte des ancêtres constitue le véritable ciment du corps social dans la Chine impériale, parce qu'il est précisément pratiqué à tous les échelons de la société, depuis l'empereur jusqu'au peuple, en passant par toute la bureaucratie impériale, tous les dignitaires, etc., chacun étant tenu donc de rendre un culte à ses ancêtres. Donc on peut voir ainsi que ce culte ancestral, qui était une prérogative royale sous les dynasties antiques, pré-impériales, ce culte je résiste à la tentation de parler de démocratisation, mais enfin ce culte donc se généralise, on pourrait dire, à tout le corps sociopolitique chinois, donc pendant l'ère impériale. Et de fait, force est de constater qu'une bonne partie de la production écrite des lettrés confucéens, justement de toute cette bureaucratie impériale, porte sur les rites, hein, en général, et ça vaut jusqu'à la période moderne. Hein, cette préoccupation ritualiste a toujours été présente. Hein, et ces préoccupations d'ordre ritualiste, on constate qu'elles portent principalement sur les rites concernant les funérailles, le mariage et le culte des ancêtres. Autrement dit, ces préoccupations donnent la priorité à la continuité et la perpétuation de la transmission humaine de génération en génération. Alors, ce culte des ancêtres, assorti donc des rites funéraires,
et accompagné donc des rites de mariage. C'est ce que l'historienne Patricia Ebrey, dont vous avez le nom en second sur la diapositive ici, c'est ce qu'elle appelle donc les family rituals, hein, c'est-à-dire donc les rituels familiaux ou domestiques, dans un ouvrage là aussi important qui s'intitule Confucianism and Family Rituals in Imperial China, A Social History of Writing About Rites. Donc, confucianisme et rituels familiaux dans la Chine impériale, sous-titre Une histoire sociale de la production écrite sur les rites. Ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Princeton en 1991. Et donc, dans cet ouvrage, Patricia Ebrey, qui est avant tout une historienne, souligne la continuité de ces rituels familiaux ou domestiques dans toute l'histoire impériale chinoise. Et selon elle, c'est même cette continuité ou cette pérennité dans la longue durée qui fait la spécificité du cas chinois. Et pour l'historienne qu'est Patricia Ebrey, c'est précisément la tâche de l'historien, par distinction avec celle de l'anthropologue, de rendre compte de cette continuité, autrement dit donc de l'évolution et des changements de cette culture rituelle dans la longue durée. Et Patricia Ebrey dit ceci, donc, What does make the Chinese case unusual is the longevity of much of the symbolic content of these family rituals. Many steps described in the early classics as aristocratic practice continue to be performed 2,000 years later by common people, despite great changes in social structure and the introduction of radically different cosmological conceptions with Buddhism. Donc, ce qui fait de ce cas chinois un cas tout à fait inhabituel, c'est la pérennité d'une grande partie du contenu symbolique de ces rituels familiaux ou domestiques. Donc, beaucoup de procédures décrites dans les classiques anciens, dans les écrits canoniques anciens, comme pratiques aristocratiques, ont continué à être accomplies, hein, donc ces procédures rituelles ont continué à être accomplies 2000 ans plus tard par des gens du peuple, des gens du commun, en dépit de très grands changements dans la structure sociale et en dépit de l'introduction de conceptions cosmologiques radicalement différentes, notamment avec l'introduction du bouddhisme. Le bouddhisme d'origine indienne, donc qui arrive effectivement avec des conceptions cosmologiques et aussi une conception de la structure sociale très différente de ce qui existait en Chine, donc jusqu'au tournant de l'ère chrétienne. Alors, vous avez la même constatation chez ces deux auteurs, ici James Watson et Evelyn Roski, dans un ouvrage collectif qu'ils ont coédité et qui s'intitule donc Death Ritual in Late Imperial and Modern China, c'est-à-dire donc le rituel funéraire à la fin de l'ère impériale et dans la Chine
moderne, un ouvrage là aussi collectif paru aux presses universitaires de l'Université de Californie en 1988. Alors, vous avez dans cet ouvrage donc la combinaison très intéressante des compétences donc d'un anthropologue qu'est James Watson. James Watson est donc anthropologue, et d'une historienne, donc Evelyn Roski. Alors, l'anthropologue James Watson donc fait le constat que c'est le processus séculaire de ce qu'il appelle standardisation rituelle qui a maintenu l'unité de la société chinoise. Alors, je cite James Watson. What held Chinese society together? If anything is central to the creation and maintenance of a unified Chinese culture, it is the standardization of ritual. Donc, Watson commence par cette question: qu'est-ce qui a bien pu tenir ensemble la société chinoise, c'est-à-dire maintenir la cohésion de la société chinoise? Alors, s'il y a quelque chose de central à la création et au maintien d'une culture chinoise unifiée, c'est la standardisation du rituel ou la standardisation rituelle. Et là, je pense que Watson peut-être regarde un petit peu implicitement de côté vers, par exemple, justement, le contexte indien qui, dans ce sens, est en assez grand contraste justement par rapport à ce que nous avons en Chine. La Chine qui, relativement parlant, donne cette image donc d'une culture très fortement cohérente et unifiée. Et Watson continue dans ces termes: To be Chinese is to understand and accept the view that there is a correct way to perform rites associated with the life cycle, the most important being weddings and funerals. By following accepted ritual routines, ordinary citizens participated in the process of cultural unification. In most cases, they did so voluntarily, without the necessity of enforcement by state authorities. What we accept today as Chinese is in large part the product of a centuries-long process of ritual standardization. Donc, être chinois, c'est comprendre et accepter donc pleinement l'idée qu'il y a une façon correcte d'exécuter les rites, d'accomplir les rites, associés à un cycle de vie, les plus importants parmi ces rites étant donc les rites de mariage et les rites funéraires. Donc, en se conformant donc à des routines rituelles parfaitement acceptées, les citoyens ordinaires participaient au processus d'unification culturelle. Et dans la plupart des cas, ces citoyens le faisaient volontairement, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir donc une sorte
d'imposition par les autorités d'État. Ici, donc, Watson, en tant qu'anthropologue, parle justement de ce que les anthropologues appellent donc l'orthopraxie, c'est-à-dire donc cette façon correcte d'accomplir les rites, qui, et ça c'est tout à fait intéressant à noter, qui n'est pas, comme on pourrait le croire, justement imposé de l'extérieur ou d'en haut par les autorités officielles. Ces rites sont pratiqués de façon tout à fait volontaire par donc, ce que Watson appelle des citoyens ordinaires, puisqu'il leur paraît important justement d'accomplir ces rites. Et Watson donc termine en disant ce que nous concevons aujourd'hui comme chinois, il met le mot chinois entre guillemets, est en large partie, en grande partie, le produit d'un processus de standardisation rituelle qui a duré donc pendant des siècles. Donc, de la même façon, sa collègue, la collègue historienne, donc Evelyn Roski, elle aussi donc constate la pérennité justement de cette pratique du culte des ancêtres qui ne peut pas être séparée justement des rites funéraires. Et c'est donc probablement cette homologie entre la dimension donc de la famille et la dimension donc du pays, ici, Guo, que on a pu, et là j'introduis donc le propos de la semaine prochaine, je reprendrai à partir de cette idée, donc cette homologie donc, de la famille et du pays a probablement donné lieu justement à cette combinaison entre la vertu de piété filiale et donc l'exigence de loyauté donc d'un sujet ou d'un ministre vis-à-vis de son souverain. Donc on peut dire que la piété filiale qui garantit donc la cohésion et la pérennité de la famille est homologue à la loyauté donc politique du sujet à son souverain pour ce qui concerne donc les affaires du pays. Et c'est peut-être pas tout à fait un hasard si donc le terme en chinois moderne qui a été retenu pour traduire la notion occidentale d'État et cette combinaison précisément de ces deux termes, donc Guo et Jia. Guojia, donc c'est la façon dont les Chinois modernes et contemporains donc désignent l'État. Alors, comme je viens de le dire, je reprendrai donc sur cette thématique la semaine prochaine. Et en attendant, donc, je vous souhaite de ne pas vous fouler la cheville en glissant sur une plaque de verglas. Merci.